Au sommaire de cette édition d'information, le chef de l'exécutif était du côté d'un coq inaugurer une usine de transformation de bois. Il était accompagné du ministre des Forêts. Une messe et un repas fraternel seront organisés à la paroisse Saint-Pierre de Libreville à l'occasion de la célébration de la journée des pauvres. L'annonce a été faite ce matin au séminaire Saint-Jean de Libreville. Ce sera dans quelques instants avec Pierre Parfait Badikoumbe. Dernier regard de l'actualité, mesdames et messieurs, bonsoir et merci encore de votre fidélité. Le stade de football de l'Escape a servi de cadre à la journée récréative organisée par la direction du complexe scolaire La Nécessité afin de permettre aux élèves régulièrement inscrits dans cet établissement de mieux aborder le troisième trimestre qui pointe à l'horizon. Reportage. Permettre aux enfants de se récréer le temps d'une journée avant d'entamer le troisième trimestre, c'est le but de cette journée dite récréative organisée par la direction du complexe scolaire La Nécessité d'Aoungou. Les apprenants de cette école sont sortis de leur cadre habituel pour se prêter à des jeux divers. Aujourd'hui, d'abord, il y a eu un défilé de tous les enfants du complexe scolaire de La Nécessité, du terminus d'Aoungou jusqu'à l'Escape, de Vendo. Donc, en ce lieu, à l'Escape, il y a beaucoup de choses, beaucoup de jeux qui ont été organisés pour que les enfants puissent se divertir. Et il y a la musique, il y a la danse, il y a 2 matchs de football, et il y a les jeux de saut en sac, et les jeux de tir à la corde, et il y a eu tout ça là. Et en plus de ça, les enfants sont en train de manger, ils sont en train de boire, histoire de ils sont en train de faire une grande fête aujourd'hui. Les enfants, premiers bénéficiaires de cette journée récréative, ont totalement adhéré à ce concept, comme en témoignent ces propos de l'élève Doria Ningon. J'en pense que c'est très bien et ça me fait un grand plaisir. Les gens nous admiraient et c'était beau à voir et ça me fait une grande joie, un plaisir. Les parents, qui étaient eux aussi conviés à ces réjouissances, n'ont pas caché leur satisfaction. Ça va, c'est très bien. Ça égaye un peu les enfants, la journée qu'ils ont créée aujourd'hui là. Ça permet aux enfants un peu de jouer, de s'ouvrir. On les a un peu fait sortir de leur cadre scolaire. C'est bien. La danse, des jeux de tout genre et des animations diverses ont ponctué cette journée. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de sérénité que ces écoliers aborderont le troisième trimestre. Les Gabonais s'intéressent de moins en moins à leur culture. Qu'est-ce qui peut bien justifier cette situation? C'est la réflexion menée dans cette analyse que nous propose Estranel Ovonondon de Mediaplus. Le Gabon est un pays d'Afrique reparti en 9 provinces autour desquelles une offre importante de la diversité culturelle se fait remarquer. Mais force est de constater que ce patrimoine culturel tend à perdre ses valeurs intrinsèques ces dernières années. Les localités, considérées comme les berceaux de cette fortune ancestrale, s'observent de plus en plus dépourvues de leurs promoteurs, notamment enthousiasmés par le besoin du mieux-être en zone urbaine. Le peuple gabonais, c'est comme si c'est un peuple qui est possédé, qui est envoûté par les religions importées. Je ne sais pas si c'est le complexe d'infériorité par rapport aux autres religions qui fait en sorte qu'on ignore nos propres valeurs culturelles parce qu'on a été mal enseigné et mal informé. Nous avons une très belle tradition qui amène l'homme à se découvrir, à se connaître et à comprendre la nature et à comprendre Dieu dans sa diversité. Une variété des rites et traditions dans notre pays. Nous avons le Lombo, le Ndiembe, au niveau des femmes, le Mimbiri, le Nziria, vous avez le Misoko, vous avez le Sengedia, le Miobe, le Mbutingonde, le Disumba lui-même qui a commencé. Nous avons une diversité culturelle que nous, les Gabonais, nous pouvons en faire bon usage pour, n'est-ce pas, aider les générations futures à être des hommes intègres et des cadres valeureux dans ce pays.
La nécessité d'investir sur un réel plan d'aménagement du territoire visant entre autres à développer le tourisme et surtout à préserver le patrimoine culturel sur lequel repose la particularité du Gabon pourra certainement permettre de résoudre cette problématique, atteste ce pédagogue. C'est d'abord un problème culturel, mais il faut relativiser. Si les Gabonais, justement, ne sont pas chauds en ce qui concerne la fréquentation de l'intérieur du pays, mais c'est parce que, n'est-ce pas, il y a non seulement le problème de la route, mais également l'absence, sinon la quasi-absence des infrastructures socio-éducatives, médicales, n'est-ce pas, ou sanitaires. Il y a également les problèmes d'adduction d'eau potable et d'électricité, n'est-ce pas, voilà. Le dépeuplement des campagnes est relatif justement à cette quasi-absence de ces éléments basiques, n'est-ce pas, qui permettent aux populations de se fixer ou de fréquenter assez régulièrement comme cela l'intérieur du pays. Le Gabon a bel et bien les atouts pour se hisser au rang des pays dits émergents. Encore qu'il faudra que les acteurs de la société s'impliquent davantage dans la préservation et la promotion de son patrimoine culturel, facteur de développement. Comme je vous l'annonçais à l'instant, le chef de l'exécutif, Ali Bongo Ondimba, et le ministre des Forêts étaient du côté d'Nkok ce 6 avril 2018 dans le cadre de l'inauguration d'une usine de transformation de bois, ce qui place désormais le Gabon en tête des pays producteurs de plaquage en Afrique. Euphrem Biyogo Edzo et Fleury à Siondo. Avec ses 19 unités de production de feuilles de plaquage opérationnelles et 6 en cours de construction, à cela s'ajoute l'usine Écurette Industrie basée à la parcelle CP3 de la zone économique à régime privilégié d'Nkok, qui vient de faire l'objet d'une inauguration par son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. Le Gabon devient le premier producteur en Afrique et le second producteur mondial de feuilles de plaquage. Lors de votre dernière visite de la zone, le 7 février, nous comptions 74 entreprises. Aujourd'hui, 2 mois plus tard, 4 nouvelles entreprises ont signé leur agrément d'installation dans la zone économique, soit au total 78 entreprises actuellement actives dans la zone. À cela s'ajoute 720 000 m3 de flux en grumes de bois consommés en moyenne par an et 400 000 m3 de bois transformés et exportés par an par l'ensemble des entreprises du secteur bois installées dans la zone. 7 000 tonnes de fer transformé et 200 milliards d'investissements directs étrangers, 3 000 emplois déjà créés. Cette nouvelle unité de transformation et de production participe à la fois à la création de la richesse nationale et par conséquent à la création d'emplois sans enfreindre aux différents engagements internationaux pris par notre pays aux fins d'exploiter durablement nos forêts. Constituée d'un couvert forestier de près de 88% de notre territoire, avec une surface forestière exploitable autour de 22 millions d'hectares, notre pays compte aujourd'hui parmi les premiers producteurs de bois tropicaux au monde, avec une production de plus de 270 000 m3 de plaquage, alors que celle-ci se situait à 170 000 m3 en 2009. Occasion pour les autorités gabonaises et autres investisseurs de finaliser 4 conventions pour la construction de nouvelles entreprises dans le secteur du bois à la ZRP d'Nkok, ce qui devrait rehausser son régime d'exploitation mensuel à près de 400 conteneurs, en plus de 530 conteneurs régulièrement exploités. Cette nouvelle usine emploie 70 nationaux et 30 expatriés avec pour capitaux indiens. Et au sortir de cette cérémonie solennelle, le chef de l'exécutif n'a pas caché sa satisfaction. Selon lui, la politique mise en place sur la transformation du bois au niveau local est en marche. Écoutons-le au micro de Frem Biyogo Edzo. Nous pouvons nous satisfaire au vu de ce qui a été dit. Nous commençons une zone économique en 2010. Beaucoup avaient parlé d'éléphants blancs. Bon, aujourd'hui, vous avez entendu différents intervenants, le nombre de sociétés qui s'installent de plus en plus et la production qui augmente. Il faut seulement retenir aujourd'hui que
nous exploitons le bois, mais surtout, nous protégeons et nous conservons. Donc cette exploitation-là ne met pas en danger la forêt. Donc c'est une bonne chose. Ensuite, il faut voir que nous voulons tirer le maximum de nos produits forestiers et donc faire le plus de transformations possibles sur place ici au Gabon. Donc là c'est en route, c'est en bonne voie et il faut quand même retenir que nous sommes déjà passés premier pays africain en termes donc de bois tranché et deuxième mondial. L'objectif c'est que d'ici 3 ans nous soyons premier mondial. Et quelle est justement la contribution du secteur bois dans le PIB national? Le secteur bois est très important dans le PIB dans le cadre de la diversification, puisqu'on a vu qu'entre-temps, au niveau du pétrole, cela a baissé. Donc le secteur bois est aujourd'hui un des secteurs qui crée le plus d'emplois grâce à cette transformation. C'est pour ça que je dis qu'il faut maintenir les objectifs que nous sommes fixés, avec surtout voir comment nous pouvons améliorer nos exportations. Il faut donc que nous puissions améliorer nos exportations, améliorer le volume des échanges que nous faisons et voir ce que nous pouvons faire pour être encore beaucoup plus performants et faire en sorte que ce secteur-là puisse mieux soutenir l'économie nationale et puisse créer encore plus d'emplois. Rien à voir avec ce qui précède les lettres de motivation, très souvent demandées dans la composition des dossiers d'emploi ou de participation à un concours quelconque, se retrouvent malheureusement dans les mains de certains revendeurs à la sauvette. Qu'est-ce qui peut bien justifier cette situation? Tentative de réponse dans ce reportage que nous propose Fabiola Mengue. La lettre de motivation est l'outil complémentaire de votre CV, indispensable pour décrocher un stage ou un emploi en entreprise. Il apporte des preuves, des éléments plus objectifs et moins formatés, notamment en termes d'intérêt, de personnalité et de motivation. Pour entrer dans le vif de notre préoccupation, c'est le fait de retrouver des lettres de motivation chez des boutiquiers de quartier, comme on l'appelle chez nous, chez des vendeurs de viande ou gâteaux. Qu'est-ce qui explique qu'un document important et confidentiel d'un dossier d'un postulant se retrouve chez ses revendeurs? L'entreprise où le dossier a été déposé est censée appeler le postulant pour lui donner la suite de son dossier, qu'il soit accepté ou pas. Et si c'est le cas qu'il ne soit pas reçu, on remet le dossier. Du moins, c'est comme ça que cela se passe dans les pays développés. La lettre de motivation, tout comme le CV, contient des informations confidentielles sur une personne. Comment, avec une telle légèreté, un directeur de ressources humaines ou qui que ce soit dans une entreprise prendrait un tel document pour le donner? C'est ce genre de comportement qui met de plus en plus nos administrations à terre. Espérons toutefois que chacun se reconnaîtra dans ce genre d'acte qui est à proscrire. À Port-Gentil, l'heure était au lancement officiel du projet Idionja à l'initiative des membres du bureau politique de l'Ogooué maritime. Ceci afin de booster l'initiative privée et l'entrepreneuriat des jeunes de la dite province. Reportage. La salle polyvalente de la foire municipale Pierre-Louis à Gonjo-Okawe a prêté son cadre au lancement du projet Idionja, initiative des membres du bureau politique de l'Ogooué maritime, pour booster l'initiative privée et l'entrepreneuriat des jeunes dans la province. En présence des futurs bénéficiaires de ce prêt business, partenaires, autorités et invités, le membre du comité permanent du bureau politique reviendra sur le contexte de ce programme, fidèle aux engagements du chef de l'État à promouvoir les emplois pour le prochain septennat. Des mesures prises par le chef de l'État en matière d'emploi. Nous, membres du bureau politique du Parti démocratique gabonais pour la province de l'Ogooué maritime, avons décidé de joindre nos forces pour mettre en place un fonds qui aurait pour ambition d'accompagner les jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ce modeste coup de pouce vise avant tout à compléter l'ensemble des petites actions en cours qui nous permettront de vaincre le chômage qui frappe notre territoire. Le travail est plus qu'un projet, c'est avant tout une conviction. Une conviction selon laquelle les activités politiques que nous menons, grâce à la
confiance du chef de l'État doit marquer durablement la vie de nos compatriotes. Puis, s'en est suivi la présentation du projet par la présidente de l'ONG Malachi, partenaire. C'est aussi redonner de la dignité à ces personnes-là, de l'espoir également de dire qu'on peut entreprendre. Et la diversification de l'économie est également une opportunité. Donc, Idianja, nous, l'ONG Malachi, c'est vraiment une réponse à la question de la lutte contre la pauvreté. C'est pourquoi nous avons aussi accepté ce partenariat. Les témoignages de 3 jeunes entrepreneurs ayant bénéficié d'opportunités pour se lancer et réaliser leurs projets, aujourd'hui devenus des PME-PMI, aura précédé la séance questions-réponses. Un exercice auquel s'est soumis le membre du comité permanent du bureau politique qui a tenu à lever toutes les craintes formulées par l'assistance sur la réussite du projet Idianja. Je vous l'annonçais également en titre, la journée des pauvres initiée par le pape François au terme de l'année de la miséricorde sera célébrée le 7 avril 2018 à la paroisse Saint-Pierre de Libreville. Au programme, une messe et un repas fraternel avec les personnes indigentes de la communauté paroissiale de Saint-Pierre. Annonce faite ce matin par le département communication de l'archidiocèse de Libreville. C'était au séminaire Saint-Jean. Pierre Parfait, Mbadikumbu. À Saint-Pierre, demain, une journée, une messe qui sera célébrée à 11h et au terme de laquelle il y aura une agapée, un repas fraternel avec les personnes indigentes de notre paroisse. Et donc, Montagne Sainte, Montbouette, la Baie de Cochon, la ville de Cointé, sont autant le centre-ville, autant d'hommes et de femmes qui ont été invités par la communauté paroissiale de Saint-Pierre. Une organisation s'est faite durant le temps de carême afin de pouvoir inviter ces frères et sœurs qui sont nôtres pour vivre avec nous la Pâque et partager un repas de Pâque. Pâque qui est la résurrection du Christ. L'Église, c'est aussi la famille et nous avons donc pensé au terme de la neuvaine de la Divine Miséricorde que ces frères et sœurs nôtres, pas seulement paroissiens au sens du terme parce qu'ils sont chrétiens de Saint-Pierre, parce que viendront aussi des frères musulmans qui habitent notre territoire. En fait, cette journée a été organisée, c'était dans l'objectif d'essayer de ouvrir un peu la paroisse Saint-Pierre aux démunis, parce que on a constaté qu'il y a beaucoup de gens des alentours qui ne viennent plus à Saint-Pierre alors qu'ils vivent dans le territoire de Saint-Pierre, parce qu'apparemment dans l'archidiocèse c'est divisé par territoire. Donc on veut, en fait, c'est un moyen qu'on a trouvé pour essayer de repartir vers ces personnes-là, pour essayer de rétablir le contact avec. Il est ouvert, on a fait une communication, il est aussi ouvert à tous les démunis. Parce que pour ceux qui sont dans la circonscription, on a essayé d'abord de faire un recensement. Donc pour ça, on a envoyé des gens qui sont allés dans les différents quartiers pour faire des recensements des familles. On a établi des billets d'invitation. Mais à part cela, comme Saint-Pierre, il y a beaucoup de gens aussi qui viennent de partout, c'est ouvert à tous les démunis. Mais on ne peut pas déjà aller, on ne peut pas aller nous déployer à Saint-Pierre comme on a fait pour la circonscription. Mais le repas est ouvert à tous les démunis. Voilà le message que nous voulons faire passer à nos frères et sœurs. C'est un message de joie dans l'élan de ces fêtes de Pâques. Donc hier, jeudi 5 avril 2018, le Saint-Siège a annoncé que lundi 9 avril prochain sera rendue publique la troisième exhortation apostolique du Saint-Père, du pape François. Comme le Père l'a dit, élu pape en 2013, en mars 2013, en 2014 déjà, il a publié sa première exhortation apostolique qui portait sur la joie de l'évangile, Gaudium Evangelium, la joie de l'évangile. C'était une exhortation qui éclairait sur la nouvelle évangélisation et qui demandait à l'Église donc
sortir des sacristies pour aller aux périphéries du monde, aller rejoindre les gens où ils étaient, leur apporter la joie, cette joie de l'évangile. La seconde exhortation a porté donc sur la famille, la joie de la famille et avec tous les dangers qui guettent aujourd'hui la famille et que vous savez, l'homosexualité qui guette les homosexuels qui exigent d'être parents, l'homoparentalité comme on dit, les homosexuels qui veulent adopter des enfants, tout cela, tous ces dangers qui guettent la famille aujourd'hui, le pape a interpellé le monde entier sur ces dangers-là pour qu'on puisse prendre conscience et commencer à réfléchir sur les moyens de lutter contre tous ces dangers qui guettent la famille. Et donc lundi prochain, lundi 9 avril prochain, il y a cette exhortation, cette troisième exhortation de son pontificat qui va porter donc sur l'appel à la sainteté dans le monde contemporain. Place à présent à l'actualité hors de nos frontières. En Afrique du Sud, Jacob Zuma est de nouveau confronté à la justice. L'ancien président sud-africain se retrouve devant un tribunal aux côtés de Thales, un fleuron français de l'armement pour la même affaire de corruption. Jacob Zuma risque 15 ans de prison dans cette affaire. Reportage. Il nous a reçus dans un hôtel de Pretoria. Monsieur X, comme la presse locale le surnomme, est le principal témoin à charge dans le procès pour corruption intenté contre Thales en Afrique du Sud. Il est avocat, il a même travaillé pendant 6 ans pour la société française. Maître Souklal affirme avoir été témoin de multiples paiements en sous-main entre l'ex-président Jacob Zuma et les responsables de Thales. L'argent a changé plusieurs fois de main. Il y avait plusieurs méthodes, mais on parle de dizaines de millions de rands. En cash? Oui. À part ce chèque d'1 million d'euros que Thales a fait à l'ANC en 2006. Nous avons eu accès à sa déposition, des centaines de pages de documents. À la veille du renouvellement du matériel militaire de la Nouvelle-Afrique du Sud, un responsable de Thales promet à Jacob Zuma l'équivalent de 50 000 € par an pour s'assurer de sa collaboration. Ces documents en témoignent. Mais les transactions ne sont pas seulement liées au contrat d'armes. En 2007, Zuma aurait été invité à la demi-finale de la Coupe du monde de rugby, tout frais payé par Pierre Moineau, l'un des patrons du groupe. Par exemple, M. Moineau a réglé toutes les factures d'hôtel à Paris de M. Zuma, mais aussi toutes les factures des vêtements qu'il a achetés. En 2008, Jacob Zuma réussit à faire tomber les chefs d'accusation de corruption. Maître Souklal affirme que les autorités françaises ont fait pression pour que Thales ne soit jamais jugé. Il y a eu des interférences au niveau présidentiel. Début 2008, à Paris, j'accompagnais M. Zuma. M. Zuma a rencontré M. Sarkozy au palais de l'Élysée et M. Sarkozy a réitéré son souhait de voir les chefs d'accusation abandonnés. Pour la société française, l'enjeu est de taille. Si le groupe est condamné, tous ses contrats en Afrique du Sud seront annulés. Les responsables de Thales que nous avons contactés n'ont pas souhaité s'exprimer. Et Maître Souklal nous affirme que s'il parle, c'est parce que Thales ne l'a pas payé. Il attend patiemment d'être appelé à la barre. Au Royaume-Uni, Yulia Skripal, victime d'un empoisonnement comme son père, s'est exprimée en Angleterre pour la première fois jeudi. Elle affirme que son état de santé s'est amélioré. Reportage. La Russie tente une nouvelle fois de mettre la pression. Exclu de l'enquête de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, Moscou veut néanmoins poser ses conditions. Bien sûr que nous accepterons les résultats, mais ils doivent être validés par la communauté internationale. Donc nous voulons tous savoir qui étaient les experts, car pour le moment, nous ne le savons pas. Ce matin, le ballet des diplomates a continué. C'était au tour cette fois-ci de 60 diplomates américains en Russie de plier bagages. Une réponse à l'expulsion par Londres et Washington, notamment de diplomates russes. Moscou continue de nier son rôle dans l'empoisonnement de l'ex-espion Sergueï Skripal et de sa fille. Pour Sergueï Lavrov, Londres doit faire face à ses responsabilités.
Nous insistons pour qu'une enquête substantielle et responsable soit menée avec le respect des dispositions de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Il ne sera pas possible d'ignorer les questions légitimes que nous posons. De son côté, la fille de Sergueï Skripal, Yulia, est sortie de son silence. Empoisonnée comme son père le 4 mars, elle assure aller de mieux en mieux et appelle au calme. Je suis sûre que vous vous rendez compte que toute cette affaire est quelque peu déroutante. Et j'espère que vous respecterez ma vie privée et celle de ma famille pendant ma période de convalescence. Londres affirme également avoir transmis à Yulia Skripal l'offre d'assistance consulaire de l'ambassade russe, mais elle n'a pour l'heure pas été acceptée. Que pensez-vous de l'appel du président sud-africain à une monnaie unique? C'est la rubrique Expression libre. La monnaie africaine, c'est pas une bonne chose parce que l'Afrique n'a garanti rien aux gens. Bon, c'est une bonne chose. Regarde par exemple, en Europe, ils mangent les monnaies européennes sur combien de pays? C'est beaucoup de pays. Je vois, c'est une bonne chose, c'est pas mauvais pour moi. On pourrait favoriser les relations entre Africains. Bon, là au moins, l'Afrique pourra avoir une monnaie qui pourra la servir dans ses développements, etc. En un mot, je ne crois pas. Davantage je retire sur une monnaie commune. Ça pourra en ce que l'Afrique soit puissante. C'est une bonne chose parce qu'au sein de l'Afrique, nous souffrons vraiment au niveau de cette monnaie. Au niveau du franc CFA, d'abord, le franc CFA, c'est l'handicap des pays africains, en particulier ceux de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Donc une monnaie unique permettait aussi de bloquer un peu la puissance du dollar et la puissance de l'euro. Donc c'est une bonne chose pour le continent. C'est difficile que ça arrive. Parce que déjà, si on a tué Kadhafi, c'est pas qu'à cause de la monnaie unique. Maintenant, si le président sud-africain veut se mêler, bon, peut-être que lui, il a les racines qu'il faut. Mais le problème, c'est que nos présidents, surtout des souches coloniales francophones, sont soumis. S'ils se mettent à dire qu'on change la monnaie, que va dire leur patron colonisateur Yoyo, c'est comme ça on t'enlève. Alors, ils sont obligés de se soumettre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent l'appel du blanc. Après, ils se mettent ça à leur leur plus grand. Ils disent comment? C'est ça que sur la grâce à vous, mais on peut faire comment? Est-ce qu'on va derrière le blanc ou bien on ne va pas? Et c'est comme ça. C'est possible, mais tout dépend des colonisateurs. C'est toujours le monde. Ainsi s'achève cette page d'information. À demain pour une nouvelle édition. Au revoir.